Hello mes girls! Je suis contente de vous retrouver, bien que pour moi on se soit quitté uniquement hier, ou en tout cas il y a quelques heures, à 5 h du matin. Évidemment je suis un peu fatiguée, ce qui peut se comprendre, mais pas tant éclatée que ça pour l'instant, voilà. Il est quoi, 2 h 30 de l'après-midi, quand 5 h va arriver, ça va commencer à tirer. Surtout que je me suis pas fait réveiller très tard. Enfin, ou plutôt on va tourner la phrase à l'envers, surtout que je me suis fait réveiller tôt, enfin ce qui est tôt pour moi étant donné mes horaires de travail, vous l'aurez compris, parce que le facteur est passé vers, je sais pas, 10 h, un truc comme ça, ce qui est tôt pour moi, parce que je vais plutôt me lever aux alentours de 10 h 30, vu que je travaille jusqu'à 5 h 30, des fois 2 h, des fois 1 h, des fois, mais bon, grosso modo entre 9 h et 10 h 30, et il a apporté ce gros truc. Et ça pesait un âne mort. Alors c'est mon mari qui l'a réceptionné, puisque moi je me suis fait réveiller en sursaut par ma chienne qui aboyait sans s'arrêter. Et il m'a dit, ah, le facteur du coup m'a dit, ah, ça tombe bien que ce soit vous qui descendiez aujourd'hui parce que c'est lourd. Effectivement, le colis pesait un âne mort. J'étais là, mais c'est quoi cet énorme colis? Et mon mari me dit, ça vient de Interforum, tu connais cette maison d'édition? J'ai dit, alors c'est pas une maison d'édition, mais du coup c'est forcément des livres. Et regardez, dedans il y avait, alors, putain, mais que c'est lourd! Alors il y a le nom des maisons d'édition écrit sur chacun, donc je sais qui c'est du coup. Il y avait tout ça. Ah là là, que ça, maman. Non mais alors, il y a un truc. Je ne me doutais pas à quel point je m'habituerais aussi vite. Enfin, c'est pas je m'habituerais, c'est à quel point je ressentirais rapidement le manque de ne rien recevoir. Parce que en temps normal, je reçois pas des colis tout le temps, même plutôt rarement. Sauf que là, depuis que j'organise les concours d'été et tout, j'en reçois plein. Et les jours où j'en reçois pas, je suis là en mode... Il n'y a pas un collier à ouvrir, il n'y a pas un collier à ouvrir. Vous savez, cette sorte de dose de dopamine là qu'on reçoit, de kiff. Et ben, les jours où je ne l'avais pas, j'étais comme une droguée en manque. J'étais là, oh, il n'y a pas un petit colis, il n'y a pas une petite surprise. J'avais tellement envie de ressentir la joie de la découverte et tout que procurent les unboxings. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on adore, même ne serait-ce que regarder les unboxings des autres sur YouTube, parce que par procuration, on sent ce petite dose de dopamine et cette surprise et qu'est-ce qu'on va découvrir dans 1 minute ou voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je suis déjà en train de me déshydrater parce que je ferme les fenêtres parce qu'il y a toujours des travaux à côté. Ma chienne qui ronfle à mes pieds. Et donc du coup il fait chaud et rapidement j'ai soif. Bref, juste avant d'ouvrir, avez-vous... c'est pas souvent que vous me voyez en noir. Même moi ça m'a fait bizarre parce que je suis... Enfin en noir, en t-shirt noir. Des fois je mets des... vêtements noirs, hein, bien sûr, mais des t-shirts comme ça, muse noire, jamais. Et donc aujourd'hui j'ai mis Cozy Mystery is my dada, parce que c'est mon dada. Vous m'avez vu l'ouvrir dans le vlog numéro, je sais plus combien, 9, 10, le dernier. C'est pas le dernier, c'est le dernier qui est en ligne, mais là, au moment où je vous parle, il y a le 11 qui est en train de se uploader, qui est un vlog de 1 h 45. Je ne sais pas faire de vlog plus court. Voilà, donc du coup, ça veut dire que là, c'est le vlog 12. Donc, vous avez vu que j'ai reçu ce t-shirt il y a 2 vlogs. Et je trouve ça pas mal, finalement, noir. Donc, je me dis que je vais m'en commander d'autres. Et j'ai quand même envie de me commander celui-là, mais en blanc écrit bleu aussi. J'aime bien, c'est cool. On passe à l'unboxing. Alors. La fille est contente. Alors, je peux vous dire déjà les éditeurs qu'il y a. Non, je vous le dis pas. On va ouvrir une boîte. Édition First. Alors, de mémoire, je crois que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste que c'est une sorte de kit de survie de l'été où il y a plusieurs types de livres. Vous voyez, genre, je vous dis une bêtise, mais un roman, un livre de recettes, un truc feel good ou un truc bien-être. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui a été mis dedans, mais c'était ça. C'était une sélection, je crois, de 4 items, de 4 livres, je crois.
va regarder. Parce que je n'en suis pas sûre. Ah, très bien. Ce gros carton vide va me servir de poubelle pour les détritus. Alors, j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 5 parce que celui-là, c'est un service presse et 4, je crois que c'est ça. Un service presse. Ah si, je savais ce qu'il y avait dedans. Si, je sais ce qu'il y a dedans. Un service presse et 4 lots de concours. Oh, d'ailleurs, c'est pas que des livres. Je crois que le dernier, c'est pas considéré comme un livre. On va voir ça ensemble. Alors, le premier, qui est le service presse que j'avais demandé si je pouvais le recevoir. Je leur ai fait une petite liste. Ils m'ont dit, oh, ben, on peut vous envoyer celui-là dans votre liste. Donc, merci les éditions First, c'est trop cool. C'est le guide gynéco, joyeux et décomplexé. Oh, non, mais j'en ai marre quand les livres sont abîmés. Par Juju la Gigi. Donc, Juju la Gigi, c'est, je suppose, Julie, sûrement. La Gigi, la gynécologue. Et je pense qu'elle a un compte YouTube qui... n'importe quoi. Un compte Instagram qui parle de gynécologie. Ah. Juju la Gigi est gynécologue obstétricienne depuis une dizaine d'années et maman de 3 enfants. Des petits gars qui sauront bien avant leur puberté comment fonctionne le corps des filles. Ah bah oui, tu m'étonnes. On la voit ici. Et alors moi, je trouvais ça super parce que c'est toujours un sujet tabou, entre guillemets, duquel, même entre filles, on ne se parle pas forcément ou autre. Et du coup, je pense que même si on croit savoir comment ça fonctionne, comment machin, bon, ok, on sait comment on fait les bébés, bon, mais je me dis qu'on n'est jamais trop informé à ce sujet. Voilà, et notamment parce que en gynécologie, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des trucs étranges. Enfin, on vous demande de venir tous les ans, faire des contrôles. Je trouvais ça, enfin, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais là, je ne vais pas faire contrôler mon cœur, mes poumons, mon intestin tous les ans. Pourquoi mes organes reproducteurs et génitaux? Donc, je comprends pas. Pourquoi? Je me rappelle que quand j'étais ado, on m'avait proposé de faire un vaccin contre, je sais pas quoi. On parle du cancer de l'utérus, ou on parlait de papillomavirus, bref, on parlait de plein de trucs que je comprenais pas bien, et je comprenais surtout pas qu'est-ce que ça venait faire dans cette histoire. Ben, je me disais, mais là, pourquoi on me parle de ça, enfin, je me sentais pas concernée, je comprenais pas pourquoi on essayait de me faire plein de prévention. Moi, je suis en plus du genre à... la science, c'est génial, mais il faut trouver après la limite. C'est-à-dire que la prévention, c'est parfait, la science, la médecine, c'est une bénédiction des cieux, mais je vais baisser ça, mais voilà, se faire injecter tout et n'importe quoi sans que moi je sache ce que c'est, ni pourquoi on me l'injecte, mais je comprends pas, quand je demande des explications, c'est comme pas clair. Oh, mais vous êtes en âge de... Oui, mais à quel point ça me concerne? Pourquoi je ferais ça? Est-ce que je suis à risque de faire quelque chose? Parce que tout ce qui est décision médicale comme ça, c'est toujours... il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que c'est l'effet bénéfice-risque. Hein, c'est... Ok, on va me donner un traitement, on va m'injecter tel truc, on va me faire telle chose, en prévision de peut-être autre chose, qui n'arrivera peut-être jamais ou peut-être qui arriverait. Et par contre, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a très souvent des conséquences quand même, c'est pas anodin de faire un truc sur le corps. Et donc, il y a toutes ces questions que je me posais quand j'étais ado, puis jeune femme, et puis maintenant maman, qui au final restent un peu sans réponse, quoi. Je me dis, bon, voilà. Même, enfin, je veux dire, j'ai été maman, j'ai accouché, et la position de mon utérus a changé. Et en fait, par exemple, quand j'en parlais en ma gynéco, c'était, oh oui, mais non, mais... J'ai dit, oui, mais ça me pose tel et tel problème. Et, oui, non, mais c'est commun. Mais je m'en fous, en fait. Donne-moi une solution, dis-moi qu'est-ce qui est possible, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas possible. Je sais pas. Même quand je demandais à ma gynéco, c'était en mode oui, oui, bon, je sais, ça arrive souvent, on s'en fout. Enfin, c'est presque ça, quoi. On s'en fout, vive avec. Ok, super, ben merci. Donc, j'ai trouvé que c'était le truc un peu parfait pour soit répondre à des questions auxquelles on n'avait même pas pensé soi-même, soit trouver des réponses que... je sais pas si vous êtes suivi par une personne qui ne vous convient pas, comme c'était le cas pour moi.
ben, vous n'avez pas les réponses. Et puis, je veux dire, par exemple, si vous êtes suivi par une gynéco qui ne vous convient pas, entre guillemets, vous n'allez pas essayer 8 gynécos du quartier, prendre des rendez-vous, machin, pour faire des contrôles, jusqu'à trouver votre âme sœur gynécologique. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, moi, du coup, je me disais, bon, mais tant pis. C'est la plus proche, je sais qu'elle est professionnelle. Bon, elle répond pas à toutes mes questions et je la trouve pas toujours très fine, mais tant pis. J'aurai pas les réponses à mes questions et je vais continuer à vivre avec tel gêne, tel problème, tel questionnement, voilà. Et donc du coup, bah, ce livre, ça peut vous permettre de tranquillement chez vous toute seule, sans avoir à complexer de demander quelque chose à une amie, une maman, une gynéco ou n'importe qui, de demander en direct. Bah, là, vous pouvez trouver des réponses peut-être à ce que vous vous questionnez et apprendre évidemment des choses que vous ne savez pas, et moi la première. Et voilà, et donc c'est tout illustré et tout, je trouve ça génial. Je vais le lire sans attendre parce que je suis tellement curieuse que notre corps est tellement complexe mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe tout le temps à l'intérieur. Hein. Et donc j'ai trouvé ça génial, donc merci les éditions First de m'avoir envoyé ce bel ouvrage. Et sans transition aucune, nous allons passer à les 4 livres, aux 4 livres qui nous intéressent pour le concours à venir. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait des concours tout l'été. Et bien en fait, je pensais qu'on juste... Je vous avais dit dans une précédente vidéo, oui, je teste l'été d'avoir beaucoup de concours. Elle est comme pas frisée cette... On n'a rien vu. Je teste tout l'été, je verrai à la rentrée, je ferai le bilan de est-ce que c'était pas trop de boulot d'organiser tout ça et tout. Et en fait, j'ai contacté évidemment beaucoup de maisons d'édition. Et il y en a toujours, vous savez, qui ne vous répondent pas, qui ne voient pas vos messages sur Instagram ou autre. Donc je me suis dit, j'en contacte plein. Et puis, il y en aura quelques-unes qui vont me répondre. Et puis, ça va faire quelques concours l'été et tout. Sauf qu'il y en a quand même beaucoup qui m'ont répondu. Et qui m'ont, quasiment toutes, je pense qu'il y en a deux peut-être qui m'ont dit non, on ne fait pas ce genre de concours. Ou pas maintenant, ou bon, voilà. Mais sinon, toutes les autres, elles m'ont dit, c'est génial, on le fait. Et du coup, ça veut dire que là, jusqu'à fin septembre, j'ai des concours organisés. Donc mon truc de, on verra à la fin de l'été, on fera le bilan, déjà ça repousse à fin septembre. Et certains éditeurs, les premiers qui ont déjà fait leur concours, là, qui viennent de passer, ont été vraiment contents de l'organisation, de mon travail, etc. Tout ce qui est les réels, voilà, ils ont apprécié du coup ce que j'ai fait et j'en suis très contente. Et du coup, il y en a qui me demandaient là, est-ce qu'on se referait pas un concours dans un mois? Et est-ce qu'on se referait pas un concours à Noël et tout? Et il y a même des éditeurs qui me disent, qui ont par exemple fait des concours en juillet, et qui me disent, est-ce qu'on peut faire un concours en août et tout? Et je trouve ça légitime, mais moi je demanderais ça en mode, on est mi-juillet, si je demande pour août, c'est bon. Mais je suis obligée de leur dire, bah non, en fait, j'ai que des places en octobre. Ça me met vraiment mal à l'aise, je suis en mode... J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils vont me dire, non mais écoutez, ok, on se reparlera plus tard. Puis non, souvent, ils sont très compréhensifs et tout, en disant, oh, mais pas de problème, on bloque une date et voilà. Et du coup, à chaque... Après, c'est un peu le cercle vertueux, ou pas vicieux, mais... Parce que du coup, à chacun, je lui dis, ok, si vous voulez qu'on refasse un concours, on bloque la date ensemble maintenant, parce qu'en fait, ça se remplit tellement vite que sinon, j'ai peur de vous proposer en mars, quoi. Et du coup, en fait, en faisant ça, ils me disent tous, ok, on bloque une date, ce qui fait que j'ai plein de dates d'avance qui se mettent, et que du coup, je suis toujours dans le même truc de dire aux personnes, on se bloque une date d'avance, mais par contre, le carnet, j'ai l'impression justement d'être la gynéco ou l'ophtalmo en mode, non, nous n'avons pas de rendez-vous disponible avant 2 mois. Voilà. Donc, c'est super parce que je vous gâte à mort. Voilà. On va passer sur un rythme là de un concours tous les 2 jours. Je vous ai dit, j'ai vraiment tout serré au maximum, mais je voulais pas en faire tous les jours parce que franchement, les concours allaient se marcher dessus et même pour moi, c'est énorme à gérer. Déjà, 1 jour sur 2 en faisant des réels, des photos et tout, se corser. Et puis il y a ça, tout ce travail de création, mais il y a aussi tout le travail de discuter avec les éditeurs par email, machin, puis unboxer le livre sur le YouTube, même si j'avoue que c'est ma partie préférée. Mais voilà, donc c'est quand même beaucoup de boulot. En plus de gérer Muse et de faire des nouveautés tous les jours et de faire des vidéos YouTube et de... Voilà. Mais c'est trop bien, franchement, je m'amuse beaucoup. Peut-être qu'un jour je dirais, oh écoute là c'est trop de travail, j'en ai marre, c'est probable. Mais là pour l'instant, je m'amuse beaucoup à organiser tout ça. Vous aimez, les éditeurs sont contents, je suis contente, c'est merveilleux. Voilà. Ok, donc maintenant on regarde nos 4 livres. Enfin 4 ouvrages, parce que je suis pas sûre que le dernier soit vraiment un livre à proprement parler. On regarde ça. Donc le premier, alors il a une couverture doudou. C'est une année
On dit une année ou une année? Parce qu'il y a 2 N quand même. Et moi, dans le sud, tout le monde dit une année. Mais une année? Bon, bref. Une année ou une année en Grèce antique, plongée dans la vie quotidienne des habitants de la Grèce antique. Alors ça, je suis contente. Je trouve ça trop bien. C'est de Philippe Matizak. Et donc, c'est pas un roman, hein. C'est un document genre historique. Vous voyez? Il y a des belles images et tout dedans. Il y a des photos. Déméter, déesse du grain, et sa fille Perséphone, à droite, déesse des saisons. Et Perséphone, c'est ce que je suis en train de lire là. On le voit? Il est où? Voilà, il y a le tome 2. Vous savez, je suis en train de lire le premier tome de Hadès et Perséphone, là. Comment il s'appelle? L'Auréolympus. Donc, on reste dans le thème. C'est trop cool. Moi qui, je vous le dis, en ce moment, je m'intéresse de plus en plus à l'histoire. Voilà, je trouve ça génial. Et là, je vais pouvoir assouvir une curiosité de plus. C'est trop chouette. Et surtout la Grèce antique et tout. Enfin, c'est passionnant. Alors, nous sommes en 248 avant Jésus-Christ. On dirait le début de l'Astérix. Toute la Gaule est envahie. Toute? Non. Une poignée d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours en avant, ils servent. Non, on n'est pas en Gaule, là. Nous sommes en Grèce. Donc, nous sommes en 248 avant Jésus-Christ. 75 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Le monde hellénistique, je ne sais pas ce que c'est, s'étend de l'Italie à l'Afghanistan, de l'Égypte à la Bulgarie et comprend toute la Turquie. Le quotidien des Grecs de cette époque varie donc énormément. Ils ne vénèrent pas toujours les mêmes dieux, les uns vivent en démocratie, les autres en monarchie et régulièrement des guerres éclatent entre les différents peuples. Ah d'accord. Mais tous les 4 ans, lors des Jeux Olympiques, une trêve est déclarée et des Grecs des 4 coins du monde hellénistes se rendent à Olympie. À Olympie? Mais non, ça vient de là, les Jeux Olympiques. Non mais vous voyez, rien qu'en résumé, j'ai appris des trucs. On va lire ce truc, ça a l'air trop bien. Les Grecs du monde entier se rendent, non pas du monde entier, des 4 coins du monde hellénistes se rendent en Olympie pour assister à des prouesses sportives, artistiques et faire la fête. Cette année-là, Iphita, l'agricultrice, Persaios, le diplomate, Trata, l'esclave, Similos de Naples, le sprinter, Aphia, la future mariée, Méton, le constructeur de temples, Sakion, le marchand, Callia, la joueuse de lyre, s'y rendent et s'y rencontrent. Mois après mois, découvrez les parcours de ces 8 personnages racontés comme dans un roman. Ah, comme dans, donc c'est pas vraiment un roman, mais c'est romancé pour nous faire connaître les histoires de ces 8 personnes qui ont, je suppose, existé? Peut-être pas. Mois après mois, découvrez les parcours de ces 8 personnages, peut-être qu'ils sont fictifs, racontés comme dans un roman et plongés dans la vie quotidienne des Grecs de l'Antiquité, reconstitués grâce aux dernières découvertes archéologiques. Et donc l'auteur, Philippe Matizak, est docteur en histoire romaine. Il est l'auteur de plusieurs livres particulièrement remarqués sur l'Antiquité, dont 24 heures dans l'ancienne Athènes, chez Payot et Rivage 2021. Il vit en Colombie-Britannique, au Canada. Les meilleurs sont au Canada ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Et ça me fait penser ce livre à... Est-ce qu'il est dans le... Il est là. Il est dans les T-books étagères. Ça me fait penser à ça. Les 3 jours de Pompéi, qui est aussi raconté sous forme de roman et qui est en fait... ça vous raconte l'histoire de, vous savez, lorsque le volcan est rentré en éruption et a en fait englouti toute la cité de Pompéi, quoi, en ne laissant aucun survivant, grosso modo. Et j'ai acheté ce livre à la boutique souvenir du musée de la civilisation de Québec, auquel on va très régulièrement, genre au moins 2 fois par an, parce qu'on a les grosses expos changent à peu près 2 fois par an, et après vous avez des petites expos, elles durent à chaque fois 6 mois les grosses. Et donc souvent à chaque expo, voilà, j'étais allée voir une expo sur l'évolution des espèces, Darwin, c'était mais truc de fou, la plus belle expo que j'ai jamais vue. Et donc j'ai acheté ça à la boutique souvenir, et pareil, c'est raconté sous la forme d'un roman, et en fait on nous dit que auriez-vous survécu après l'éruption du Vésuve si vous aviez habité Pompéi en 79 avant Jésus-Christ? Et quelle aurait été votre existence jusqu'au cataclysme? Blablabla. Et en gros, on nous dit que
l'auteur, Alberto Angela, nous fait vivre comme si nous y étions et loin des idées reçues l'une des plus grandes tragédies de l'Antiquité. Donc on est à la même période, non, il y a quand même 200 ans d'écart, un peu moins, mais voilà, c'est à l'Antiquité quoi. C'est l'Antiquité. Oui, les Grecs de l'Antiquité. Le 24 octobre, subitement, le modeste Vésuvius libéra une énergie équivalente à 50 000 bombes d'Hiroshima, ensevelissant Pompéi et ses habitants. Et là, donc ça, c'est l'histoire vraie, ok, dont je suis allée voir l'exposition aussi, donc au musée d'histoire, pas le musée d'histoire naturelle, musée de la civilisation de Québec. Et là, c'est là que ça part en version romancée. Malgré tout, il y eut des survivants. L'historien en a retrouvé 7. C'était il y a 2000 ans, tu les as retrouvés, toi? Donc là, on comprend que, hop, on passe sur la partie romanesque du truc. L'historien en a retrouvé 7, grâce auquel il nous offre un passionnant reportage sur la vie quotidienne au pied du volcan et heure par heure, un film catastrophe riche en rebondissements. Donc je pense que c'est à peu près le même scénario là, enfin le même schéma qu'on découvre. C'est-à-dire que l'auteur prend des personnages de fiction, mais qui auraient pu exister dans la vraie vie, enfin dans la vraie... oui, dans la vraie vie à cette époque-là. Et à travers eux, il nous fait vivre ce que des personnes comme eux ont pu vivre et ressentir. Voilà, je pense que c'est ça. Quand même des chances. Et dans le sommaire, on voit que les grandes parties, elles sont écrites en grec. Vous voyez? Bon, ils sont sympas, ils nous mettent la traduction. Octobre, début, novembre, début... Mais du coup, c'est sympa. Je trouve ça cool, c'est tellement beau le grec. J'ai pas fait, moi, grec et latin à l'école. Donc, j'y connais pas grand-chose. Pourtant, c'est une période du coup que j'ai bien envie de connaître. Donc, du coup, je suis là à lire. Et j'ai aussi, dans la version romancée, deux que vous connaissez, dont un que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini encore une fois, Ventre mou et tout, vous connaissez mon truc. Ceux-là, vous les connaissez forcément, n'est-ce pas? Circé et le chant d'Achille. Voilà. Donc, je commence à avoir quelques livres, du coup, qui tournent autour de ces thèmes, cette période. Circé et tout, c'est pas une... c'est imaginaire, quoi. Enfin, on est dans le monde des dieux. Donc, je vais y arriver, hein. Non, mais ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Vous ne vous inquiétez pas? Tant mieux. Mais voilà, donc je suis bien contente parce que du coup, ça vient compléter ma petite collection sur la Grèce. Et c'est cool, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai tellement hâte de lire tout que je me dis que il va me falloir 8 vies, mais bon. Donc c'est le premier livre que vous allez pouvoir gagner. Le deuxième, qui n'a rien à voir, la naturopathie au fil de la vie. Donc, un guide pratique. C'est par Nadia Christensen. Illustration d'Anne Mahler. Parce qu'évidemment, encore une fois, c'est un guide illustré. Alors ça, vous savez que je suis dingo de ça. Les guides illustrés, je trouve que c'est la life, quoi. C'est tellement plus digeste, c'est tellement chouette à picorer à l'intérieur, quoi. Je trouve ça trop bien. Quel que soit son âge, on peut toujours prendre soin de sa santé. Et ça, je trouve ça cool parce que moi qui ne suis pas une sportive du tout, eh bien, c'est pas pour autant que je ne prends pas soin de ma santé. Et donc, du coup, j'utilise d'autres méthodes, en tout cas. Hein, voilà. Et donc, des méthodes plus douces que le sport. Que je sais un jour il va falloir que je m'y mette, mais bon, là j'ai l'excuse que j'ai tellement de travail et que machin, un jour il va falloir que je m'y mette, mais bon, pour l'instant je retarde l'échéance. En tout cas, du coup ça parle, on nous dit, vous avez sans doute déjà entendu parler de la naturopathie. Alors moi je connais de noms, mais mes connaissances s'arrêtent plus ou moins dans ce cercle qui est donc très restreint. Mais saviez-vous que cette médecine est aussi un art de vivre qui peut véritablement transformer votre quotidien et votre rapport à votre santé? Que vous souhaitiez optimiser vos chances de concevoir un enfant, prendre soin de votre nourrisson, accompagner les sautes d'humeur de votre ado, booster votre système immunitaire ou encore soulager les désagréments de la ménopause et de l'andropause. Qu'est-ce que c'est l'andropause? Si vous savez, mettez-moi les en commentaire. Étalez-moi votre culture G parce que là, je sais pas ce que c'est. La naturopathie peut devenir une alliée santé pour toute la famille. Huiles essentielles, fleurs de bac, plantes, fleurs, vitamines, oligo-éléments, la nature fourmille de mille trésors. Et c'est là où je trouve ces livres absolument merveilleux parce que tout ça, on en a tous entendu parler. Maintenant, je mets au défi une poignée d'entre vous, enfin même parmi vous, combien
ont entendu parler de tout ça? Tout le monde. Combien se sont dit, oh, j'aimerais bien essayer? À peu près tout le monde. Combien s'y sont vraiment penchés en réussissant à commencer? Pas beaucoup de gens. Parce que moi, tout ça, je me dis, je sais pas par où commencer. C'est tellement vaste, c'est tellement flou. En plus, on me dit, attention, faut pas faire n'importe quoi, machin, les huiles essentielles. Que moi, j'étais en mode, bon, mais laissez tomber. Au bout d'un moment, s'il faut un doctorat, moi, je vais pas y arriver. Et alors, ce guide-là, c'est notre sauveur, n'est-ce pas? Le sauveur. Trop cool. Ce guide pratique illustré avec humour, parce que ça n'enlève rien, vous propose une sélection de remèdes naturels et efficaces pour prendre soin de vous et de vos proches facilement et sans prise de tête. On kiffe? Est-ce qu'on kiffe? Moi, je kiffe. Je suis bien contente. C'est trop bien. C'est trop bien. Là, on est sur prendre soin de la santé de son enfant. Comment ne pas entraver la fièvre? Parce que ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais compris. La fièvre. On nous dit la fièvre, c'est un mécanisme normal. C'est le corps qui se bat contre machin. Contre les microbes et tout. Ils vont dans température. Et, bref, d'ailleurs, pourquoi? Je ne sais pas. Et en même temps, on nous dit, prends un Doliprane, ça va faire baisser la fièvre. Moi, j'étais toujours en mode, mais oui, mais du coup, si je fais baisser la fièvre, ça veut dire que mon corps se bat plus? Mais du coup, si la fièvre monte trop, ça devient dangereux. C'est en mode, je comprends pas. Donc, on a des pistes de réponse là. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que sinon, vous n'irez jamais voir ce livre en librairie. Donc, allez le voir en librairie. C'est page 76, si vous voulez savoir. Voilà. La fièvre est une vraie alliée. Ah, vous voyez? Bon, il y a une incohérence là, avec les petits cachets là. Les petits Doliprane. Et les suppositoires pour les enfants. Mon fils, il appelle ça les fusées. Parce que c'est on lui disait que c'était une fusée remplie de micro-policiers qui vont l'aider à combattre dans le corps et tout. Comme ça, la forme de fusée. Voilà. Enfin, en tout cas, les éruptions. Pourquoi les enfants? Ah, vous voyez? La maman. Je cache l'autre. Là, sinon, vous allez lire. La maman qui dit... Pitié, non, pas la fièvre. Pitié, pitié. Oh, je fais quoi? Et oui, on est toujours en mode, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut la laisser faire son travail, il faut la faire descendre, il faut faire quoi? Voilà. Eh bien, c'est une merveille. J'ai envie de tout le lire encore une fois. Je vais pas m'en sortir. Ensuite, on a... Alors ça, c'est mon mari qui va être content. Quand je lui ai dit, écoute, dans le colis first, parce que du coup, en fait, je savais les livres qu'il y avait. Bref, je vous l'ai dit. Et je vous ai dit, ah, il va y avoir un livre de cuisine. Et quand je lui ai dit le... Alors, comme c'est lui qui cuisine à la maison, déjà, il était content. Et quand je lui ai dit le thème, il était encore plus content. Est-ce que je vous montre? C'est de saison. Les salades méditerranéennes. Nous, c'est notre kiff. Bon, déjà, on est un peu des enfants de la Méditerranée, quoi, dans le sud de la France. Mais c'est trop cool. Et puis sinon, vous avez vite fait de tourner en rond. La salade concombre, tomate, feta, voilà. Bon, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, voilà, d'original, tu vois, plutôt que juste couper une tomate en 4 et mettre du sel dessus. Bon, et un peu d'huile d'olive. Et bien là, on va être servi. 60 recettes de salade du bassin méditerranéen. Rien que ça, j'entends les cigales. Pour des repas gourmands et plaisir qui feront du bien à votre santé. Huile d'olive, légumes du soleil, fruits, légumineuses, céréales, oléagineux et graines, herbes, épices et aromates. Retrouvez tous les produits phares du fameux régime méditerranéen, celui que je kiffe. Encore à midi, j'ai mangé du quinoa. Je me suis pris un platasse de quinoa, je ne vous le dis pas. Je suis archi fan. Je dis ça parce qu'on disait, hein, oléagineux et graines. On est dedans. Produit phare du fameux régime méditerranéen dans des salades repas variées, chaleureuses et irrésistibles. J'ai envie de manger le livre. Tellement ça me donne envie. Découvrez une autre façon d'associer des aliments et apporter du renouveau à la traditionnelle salade. Et oui, c'est trop cool. Et alors, l'auteur, c'est le docteur Jean-Michel Cohen. Et les photographies sont de Laura Amayoul. Et donc, c'est un docteur qui a fait les recettes. Ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Il est médecin nutritionniste. Voilà. Voilà qui est bien. La méthode de régime qu'il préconise repose sur... Alors, régime, j'aime pas trop. Mais bon, la méthode d'alimentation, on va dire.
qu'il préconise repose sur un rééquilibrage alimentaire. Au-delà de la perte de poids, il propose l'apprentissage d'une hygiène de vie et d'une alimentation nouvelle. Bon, moi, c'est déjà comme ça que je mange à peu près au quotidien. Donc, en mangeant ça, je vais pas perdre du poids parce que je suis déjà à mon poids normal, quoi. Quoique, je suis à 55 kg et mon poids de forme, d'après ma balance et tous mes trucs technologiques, il est à 53, machin. Bon, il y a un peu de gras là, bon. Mais en tout cas, c'est cool. On regarde dedans vite fait les photographies. Je vais bouffer ce livre. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Je crois que je vais là. Oh non, ça sent. Oh, je peux pas m'en empêcher. Vous savez les livres d'école là qui sentent le livre neuf, le papier glacé des livres comme les pages des livres d'école là. Ça me rend ouf cette odeur. Le livre neuf, vous savez, et souvent je les ouvre pas. Et je suis en mode, non, n'ouvre pas les pages, après ça va perdre l'odeur. Et des fois, j'ouvre une nouvelle page que j'ai jamais ouverte. Et là, je suis droguée à cette odeur de papier glacé neuf, là. Bon, on prend au hasard. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Salade libanaise, boulgour, poivron et labné. Alors, je sais pas ce que c'est labné. Oh, putain, pardon. J'allais dire un gros mot. Oh, non, mais... Oh là là, découvrir plein de salades. Franchement, c'est mon plat préféré, les salades méditerranéennes. Enfin, je veux dire, tu peux pas tester. Après le pain, bien sûr. Le pain est l'aliment. Si demain, il y aurait un seul aliment restant sur Terre, laissez-moi du pain. S'il vous plaît, c'est mon truc, c'est mon truc, c'est mon truc. Mais, pain mis à part, il est hors catégorie. Vous savez, c'est un peu comme Harry Potter. On dit toujours, c'est quoi ton livre préféré? Bon, ok, Harry Potter mis à part, parce que c'est un peu hors catégorie. Bon, mais le pain, c'est mon hors catégorie à moi. Mais par contre, est-ce que j'ai mis J'ai mis du fond de teint sur ma page. Je vais gommer. Je dis toujours ça, je vais gommer. Ok, si je ferme pas ce livre maintenant, je le mange. C'est simple, je le mange. Je mange les pages. Donc, je vais tout de suite poser ça sur l'îlot de la cuisine en mode chérie, regarde, on l'a reçu. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et alors, le dernier, c'est là où je vous disais, c'est pas vraiment un livre. Je vous montre, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe tout dans ce colis, encore une fois, comme d'habitude. Mais les maisons d'édition, honnêtement, sont pleines de secrets. Vous savez, souvent en librairie, il y a tellement de livres partout qu'on passe. Et on ne peut pas s'arrêter sur chacun pour découvrir pourquoi ce livre, pourquoi il est bien. Il y a trop. Et moi, quand j'ouvre des colis comme ça, je prends le temps, je peux prendre le temps de me pencher sur chacun. Et je les découvre, parce que c'est pas moi qui les ai choisis dans une librairie spécifiquement. Et donc, du coup, franchement, à chaque ouvrage que je découvre, je me dis toujours... Ok, je comprends pourquoi la maison d'édition a voulu faire cet ouvrage, parce qu'il y a ce truc, et il y a ce truc qui le rend unique. Et du coup, on prend le temps de les découvrir, et je trouve ça trop cool. Voilà, c'est génial. Et donc, le dernier ouvrage, c'est Herbier de Elisa Gallois. Regardez la beauté. Avec les... Mais quelle gamine! Trop bien. Le petit élastique pour le fermer. Alors, on va découvrir dedans ensemble, bien sûr, mais soyez patiente. Savourez, savourez. Prenez un café, un thé, un jus de fruits, ce que vous voulez. Un verre d'eau. Bon, ça marche aussi. Composer un herbier est une activité passionnante pour toute la famille. Avec Et Dieu créa, lancez-vous et sentez-vous libre. Cet herbier se veut être un espace d'inspiration et de création où vous pourrez coller vos fleurs et feuilles séchées, dessiner, écrire, rassembler vos souvenirs et moments de partage. Derrière Et Dieu créa se cache Elisa Gallois, la jolie dame. Est-ce qu'il me fait une mise au point, s'il vous plaît? Oui. Qui est autrice du blog du même nom, où elle partage ses passions, sa vie de famille avec ses enfants Jules, Lou et Mia, ses voyages, ses idées de recettes, ses découvertes. Avec ses 3 enfants, elle réalise un herbier créatif, laissant place à l'imagination et au contemplatif. Est-ce que comme moi, vous avez trop envie de l'ouvrir là? Eh ben non! Non, je déconne. Je ne vous ferai pas ça quand même. On n'est pas sadique par ici. Alors déjà, cet herbier appartient à moi. Et j'en suis très heureuse. C'est trop cool. Alors, ah mais oui, du coup, je peux faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi réaliser un herbier? Comment réaliser un herbier?
Quelques étapes seulement suffisent pour faire sécher ces fleurs ou feuilles. Bon, je ne sais pas comment on fait. J'ai acheté un beau cahier pour faire un herbier avec mon fils. On n'a jamais rien collé dedans parce que je ne suis pas foutue de faire sécher une feuille. Elle est toujours en train de pourrir avant, là. Enfin, ouais, c'est frite, quoi. Elle devient sèche, marronna, c'est frite et c'est pas beau. Donc j'étais là en mode, bon, on attend la saison prochaine. Et en fait, le cahier est toujours vide. Alors, ouh. Ah oui, il y a des... Ok. Donc, d'un côté, là, enfin là, on a un grand espace, là, pour coller. Et il y a marqué date, lieu, nom. Vous avez les petites feuilles de séparation de protection, translucides. Et là, pareil, date, lieu, nom. Et vous avez des emplacements. Apprendre à regarder, à observer les plantes, les multiplicités, revient à découvrir la merveille du monde. C'est beau. Et donc, je pense que toutes les pages sont... Ah ouais. Puis ça varie. Là, on nous montre pêcher. Donc, vous avez des herbiers imprimés déjà faits. Là, vous avez à nouveau une autre place pour coller. Pareil en bas. Date, lieu et nom. Oh là là. Oh là là, mais toutes les pages sont différentes. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Découvrez les fleurs, les arbres fruitiers et l'évolution. Et là, on nous donne des sortes de petits défis. Trouver une fleur de sapin. Une fleur de sapin? Non, mais je vis au pays des sapins. Et pour moi, les sapins, ça fait pas de fleurs. La chasse au trésor. Le sapin porte 2 sortes de fleurs, les mâles et les femelles. Bon, je ne vais pas tout vous lire, parce que vous allez découvrir par vous-même. Mais c'est génial. Du coup, il y a des petits défis, des pages guidées, entre guillemets. Et on continue sur les pages toujours différentes. Pareil, une partie pour coller, pour écrire. Vous savez, il y a les petits points comme dans les bullet journal, là, pour pouvoir écrire, ou en tout cas faire vos dessins, vous savez, vos tableaux, vos trucs, voilà. Petite feuille de protection, à nouveau des emplacements, une jolie phrase, les petits trucs marqués, toujours la date, le lieu et le nom. Et on continue comme ça, et à chaque fois, on découvre, à chaque page, on découvre une nouvelle chose. Là, on nous montre la pivoine en arbre, avec le nom en latin, c'est latin, je pense, Paemonia mutans. Ensuite, on nous dit renonculacée, ça doit être la famille. Et là, on nous dit fleurie d'avril en juin. On a plein d'infos, mais c'est génial. Là, découvrez la cueillette des feuilles d'été. À cette époque de l'année, nombre d'arbres se préparent déjà à passer l'hiver. C'est génial. Ah, et c'est ça. Là, il y a marqué en bas, la chasse au trésor. Apprenez à connaître et respecter les espèces protégées. Pour cela, vous pouvez vous référer à l'INPN, inventaire. Ça nous apprend plein de trucs. Et là, dessiner les espèces protégées. Donc, je suppose que là, il faut qu'on les dessine. Ça nous dit que c'est une Adonis des Pyrénées. Là, on a encore date et machin truc avec des lignes pour écrire. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tout est différent. Des emplacements. Bon, on va pas faire tout le livre non plus, mais c'est quoi ça? Il y a un défaut de... Bon, on va le laisser plier parce qu'il est comme... La page n'a pas été trouée correctement à la fabrication. À l'usine. Voilà, bon, ça continue comme ça, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Et après, vous avez le petit élastique pour fermer. Gardez bien vos herbes bien à l'intérieur. Et voilà. Et ça fait le tour, du coup, pour le concours des éditions First. Donc, le petit résumé, c'est ça. 4 livres. La naturopathie, on a dit cette merveille sur la graisse. L'herbier merveilleux. Et les recettes que je kiffe, mais que je ne cuisine pas, mais que je mange. Bon, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. Un truc de dingue. Alors que c'est même pas moi qui ai fait la sélection. Comme quoi, il faut se laisser porter dans la vie. Des fois, il faut lâcher prise. C'est trop cool. Merci les éditions First. On va faire un concours de la bombe. Ça va être de la bombe. On passe au colis suivant pour un autre concours à venir. D'ailleurs, il y a 2 concours avec cette maison d'édition. Il y en a un là, l'été. Et il y en a déjà un prévu pour octobre, pour la sortie d'un roman que vous attendez, sur une série que vous adorez. Je ne vous en dis pas plus.
Mais il s'agit cette fois, ce que vous voyez là. Cherche midi. Cherche midi, cherche midi. Alors, du coup, je me rappelle plus. Du coup, je sais le prochain concours, ce que c'est. La série, puisque c'est moi qui l'ai suggéré. Et que on m'a dit oui. Est-ce que ça va le cherche midi? C'est faux, j'ai une connerie. Est-ce que c'est le cherche midi? Je crois que oui. Hein. Pourquoi je suis persuadée que c'est eux? Je pense que c'est eux. Bon, si c'est pas eux, désolé, cherche midi. Vous me demanderez ce que je raconte en regardant cette vidéo. Mais je crois que c'est eux. Est-ce que c'est chez eux que c'est édité? Bon, je crois que oui. Mais je suis pas sûre. Alors, oubliez ce que je viens de dire au cas où. Non, mais c'est lourd, là. Mazette. C'est lourd, c'est rempli. Rien que là, je vois 3 livres et il y en a au fond. Non, mais je suis vraiment au sapin de Noël. C'est le sapin de Noël. Alors, du coup, je les sors un par un. Alors, on a évidemment Martha. Ah oui, là, c'est le Cherche Midi qui a fait cette sélection-là. C'est le premier, je crois. Oui. Évidemment Martha. De Meg Mason. The Times qui dit une œuvre remarquable, un livre à l'humour dévastateur et à l'écriture percutante, un vrai tourbillon d'émotions. Un premier roman addictif et piquant qui nous plonge dans la psyché d'une femme sur le fil du rasoir. Sombre et tendre, évidemment, Martha conjugue la profondeur psychologique des romans de Sally Rooney à l'humour acéré et de Nina Stibb ou de Phoebe Waller-Bridge. Je ne connais pas ces personnes. Donc l'autrice, elle est journaliste. Et évidemment, Martha, c'est son premier roman publié en France, parce que c'est traduit de l'anglais par Anne Lebotte. Les critiques ont été telles lors de sa publication en Australie que les sorties en Angleterre et aux États-Unis ont été avancées. Depuis, 30 éditeurs ont acquis les droits de ce roman qui sera également adapté au cinéma. C'est pas petit cool tout ça? Quelque chose ne tourne pas rond chez Martha. Et pas que chez Martha, hein. Et depuis longtemps. Lorsqu'elle avait 17 ans, une petite bombe a explosé dans son cerveau et elle n'a plus jamais été la même. Et malgré toutes les consultations, thérapies, sans fin et traitements hasardeux, elle ne sait toujours pas ce qui ne va pas. Pourquoi passe-t-elle des journées entières au fond de son lit? Ça va pas parler de dépression, tout ça? Et pourquoi continue-t-elle à se mettre à dos des inconnus et des proches avec ses remarques cruelles et désinvoltes? Aujourd'hui, son mari l'a quittée, sympathique, et elle n'a plus nulle part où aller, si ce n'est dans la maison de son enfance. Une maison bohème, entre parenthèses délabrée, dans un quartier romantique, entre parenthèses délabré, de Londres. Et rien d'autre à faire que retrouver sa mère, une sculptrice au talent confidentiel et très alcoolique, et son père, un poète célèbre, bien que jamais publié. Mais comment survivre là-bas sans sa sœur dévouée, grande gueule, qui rendait tout ce chaos supportable pendant leur enfance et qui est maintenant trop occupée ou trop fatiguée pour prendre soin d'elle? Peut-être qu'en repartant de zéro, Martha pourrait écrire un meilleur dénouement à son histoire ratée ou découvrir que cette histoire n'est pas encore tout à fait terminée. Je n'ai rien à rajouter, tout est dit. Ça me semble très clair, très qu'est-ce qu'on va... Par contre, je ne sais pas, est-ce que ça parle de dépression? Est-ce qu'elle est... Ou est-ce qu'elle est juste en fait au bout du rouleau, quoi? Je ne sais pas. Eh bien, lisons-le, nous allons le découvrir. Voilà, c'est le premier et le deuxième. Americas, alors c'est très drôle parce que hier, j'ai passé donc, vous l'avez vu, dans mon dernier vlog, celui qui fait 1h45, on va battre des records, que j'ai passé la nuit en compagnie de petites lectrices. Ne me prenez pas au mot, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. À la télé, elle était sur ma télé, n'est-ce pas? Je n'ai pas passé la nuit avec petite lectrice, Estelle. Mais elle était sur ma télé, donc ça me tenait compagnie pendant que je travaillais jusqu'à 5 h du matin. Et dans un des vlogs qu'elle tournait, elle était justement à l'inauguration, enfin à la soirée de, oui, d'inauguration de sortie, quoi, de lancement, voilà, c'est ça, de ce roman. Avec Flo Books, et qui c'est qu'il y avait d'autres? Et Sophie de Un café et des livres, et bref, plein d'autres superbes, merveilleuses personnes. Et donc là, c'est drôle parce que je me le retrouve là-dedans et je ne savais pas. Voilà, alors que je l'ai vu hier passer. Par les auteurs de Alabama 1963, les auteurs Ludovic Manchette et Christian Niemek. Ça me fait quand même penser beaucoup à là où je vis, la campagne américaine, dans laquelle je roule souvent. Et la prochaine fois, ce sera encore samedi, puisqu'on amène mon fils à l'équitation. Voilà, on est en train de tester des centres équestres dans le coin et des ranchs.
Alors, Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur, partie tenter sa chance au manoir Playboy de Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis seule. Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers, vétérans, couple en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen, encore débutant, mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama. Birmingham, c'est en Angleterre. Il y a aussi un Birmingham en Alabama. Bon, en même temps, il y a bien un Paris, je crois, ou un je sais pas quoi. Bref, il y a des noms de villes qui sont les mêmes dans des pays différents. Mais vous le savez, voilà. Dans ce deuxième roman, les auteurs d'Alabama 1963 convoquent sur la route l'attrape-cœur, le magicien d'Oz ou encore Alice au pays des merveilles. Pour un road trip initiatique sensible et original, une ode à l'amitié et à la liberté. Mais c'est génial! Et alors, on nous dit que les auteurs ont remporté une dizaine de prix littéraires pour leur premier roman. Alabama, donc, 1963. Ils sont aussi traducteurs de dialogues de films, essentiellement américains. Ils se partagent entre Paris et la Bretagne. Bien, bien, bien. Ça me semble tout à fait croustillant. Et parfait pour l'été. On est d'accord que c'est parfait pour l'été, ça? Oh oui. Oh oui. Alors, ensuite, je pioche dans la caverne d'Ali Baba. Combien il y en a? En tout, il y a 6 livres pour vous. Oh, ah, mais ça aussi, je l'ai vu chez Petite Lectricière. Elle avait reçu un... Elle a fait le pitch et tout, trop bien. Il est tout mou, c'est rigolo. Et en fait, elle s'est rendue compte après qu'elle l'avait reçu un mois en avance et que du coup, les gens devaient attendre un mois après sa vidéo pour se le procurer. Donc, elle était limite en train de s'excuser en disant oh, « Désolée, je vous ai fait le pitch, mais en fait, c'est pas disponible maintenant. » Et donc, du coup, c'est drôle. Voilà, je vois ce qu'a présenté Estelle hier, mais son blog datait pas d'hier. Hein, c'était un blog de je sais pas quand. Et je me les retrouve chez moi le lendemain. Moi, je vous dis, il y a un truc, c'est connecté. Alors, c'est moi, Julia, un empire, une destinée de Santiago, Posteguillo. C'est beau, là. C'est beau, hein. La couverture, elle est canon. Mais il est comme tout mou, le livre, c'est drôle. J'adore. Vous voyez, il est comme... Comment vous dire? Il est... Vous voyez? C'est un livre anti-stress. Et il est lourd. Je pense que ça doit être un pavé caché. Parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont quand même assez fines. Vous savez, des pages épaisses, le papier épais, il prend plus de place. Donc du coup, vous lisez vite un roman qui vous paraît gros. Lui, je pense que c'est le contraire. C'est un faux maigre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à mon avis, vous allez tourner des pages et vous avez lu que ça à la fin. Tellement les pages, elles sont fluffy là. Une seule femme peut forger une dynastie. Que oui, tout à fait. Il y a des camionnettes noires ici qui passent, genre c'est des électriciens ou des trucs comme ça. On dirait les camionnettes vous savez, des méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Je les vois passer, du coup, je trouve ça toujours suspect. Non, pas du tout. On recommence. 192 après Jésus-Christ. Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. Je vous conseille, je fais que m'interrompre moi-même. Je suis impolie envers moi-même. Je vous conseille une série qui s'appelle L'Empire romain. C'est une série documentaire. En tout cas, ça s'appelle comme ça au Québec. Des fois, ça s'appelle pas comme ça en France. Mais je crois que ça s'appelle L'Empire romain. C'est une série documentaire sur des empereurs de Rome. Et chaque épisode est une reconstitution et suit à chaque fois un empereur différent. Et il y en a un sur Commode, justement. Et c'est là que j'ai compris pourquoi on disait « tu n'es pas commode » comme une expression, vous savez. Parce que commode, c'est un con, quoi. Il faisait chier, royalement. Donc, on dit « oh, ben t'es pas commode, hein ». Vous avez compris. C'est genre, tu commences à me saouler, là. Ok, tranquille. Bon, voilà, c'est ça. Alors, Rome est sous le contrôle de Commode, un empereur fou. Oui. L'assassinat du tyran, puis le nouvel Auguste nommé par le Sénat, ouvre la porte à un tourbillon d'intrigues et de lutte pour le pouvoir. Les prétendants sont prêts à tout, pensant que le jeu est sur le point de commencer. Mais pour Julia Domna, il a déjà commencé. À Rome, l'intelligence et la beauté de la Syrienne suscitent admiration et jalousie. Il est tellement lourd, c'est un truc de ouf. Dans son combat pour protéger sa famille et servir les intérêts de son mari,
Le gouverneur Septime Sévère, là aussi, tu es sévère. Les Romains, héritage, tout ça, tout ça. Julia fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup d'ingéniosité au milieu d'une époque tumultueuse. Une époque marquée par la succession de 4 empereurs en autant d'années. Tandis que le grand empire de Rome est menacé par une guerre civile capable de saper ses fondements même, Julia a un plan très ambitieux. Pourquoi je crie? Julia a un plan très ambitieux, j'ai perdu ma ligne, faire de Septime Sévère le futur empereur et fonder une dynastie. Complot, bataille, mensonges et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. Et là, on est un peu dans la même veine à nouveau. C'est un roman, mais qui va retracer des événements réels. Je kiffe. Non, mais moi qui veux découvrir vraiment l'histoire avec un grand H, maintenant que j'ai passé 30 ans, quoi, j'ai l'impression qu'on me les amène sur un plateau en mode, tu veux t'instruire, Angeline? Tiens, l'instruction, allez-toi. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci, je cherche midi. Vous êtes trop fort. Et du coup, alors c'est traduit de l'espagnol par Hélène Serrano. Et à propos de l'auteur, on nous dit qu'il est j'adore lire les trucs sur les auteurs. Philologue, je croyais philosophe. Philologue et linguiste. Je sais pas ce que c'est philologue, hein. Il fait de la philo. Mais ceux qui font de la philo, c'est des philosophes. Alors c'est quoi philologue? Il étudie la langue de la philosophie? Philologue? Oh, rien, c'est débile ce que je dis. Je ne sais pas. Ok Google, c'est quoi philologue? Ah non, il était connecté. Selon Wikipédia, la philologie, du grec ancien philologia, philologia, consiste en l'étude d'une langue et de sa littérature à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Non mais je dis quand même pas que des conneries. Même quand je cherche dans mon petit bagage et dans ma logique, je ne dis pas que des conneries. C'est rassurant. Donc c'est ça. Mais alors, entre philologue et linguiste, quelle est la subtilité entre les deux? Je ne sais pas. Donc il enseigne à l'université de Valence. Il se passionne dès l'enfance pour la Rome antique. Mais on est vraiment dans le thème, hein. Et écrit ses premiers romans à partir de 2006. Considéré en Espagne comme le plus grand écrivain de romans historiques, carrément, il a été récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le plus prestigieux, le prix Planeta, pour Moi Julia. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est génial. Donc ce roman a reçu le prix le plus prestigieux d'Espagne, je suppose, le prix Planeta, en 2018. Il a été vendu à 500 000 exemplaires. Ça fait beaucoup, hein. Les romans historiques peuvent être vraiment palpitants et Posteguillo, en maître du genre, nous livre ici un festin antique. C'est El País qui dit ça. El País. Et oui, olé, trop bien. Ah là là, que je me régale, que je me régale, que je me régale. On pioche 4e sur 6. La robe, mais c'est beau ces couvertures. J'aime trop ces couvertures sobres là. Et alors j'aime bien, vous me connaissez, ici ça brille, ici c'est mat, j'aime bien. Ça dans la bibliothèque c'est parfait, c'est blanc c'est parfait, voilà. Ma question est simple, j'ai pas dit qui c'était, de Jérôme de Verdière, la robe. Parce que là on voit que c'est un homme qui porte une robe. Et là il y a un petit extrait avant le résumé. Ah oui, j'avais lu. Ma question est simple, Isabelle. Si cette robe n'est ni pour toi, ni pour Solange, ni pour Maria, elle est pour qui? Elle est pour toi. Pour moi? Oui, Jean-Pierre, elle est pour toi. Essaye-la. Et pourquoi Jean-Pierre porterait la robe? J'aimerais bien le savoir. Devinez quoi? On va le savoir. Un soir, avant de recevoir des amis, Isabelle offre une robe à son mari. Est-ce un mauvais canular ou une réelle injonction à changer? Se pourrait-il que le monde ait à ce point évolué sans que Jean-Pierre ne s'en soit rendu compte? Une soirée pleine de rebondissements latents, a commencé par cette robe à fleurs qu'il refuse de porter pour le dîner au grand désarroi de sa femme. Je pense que si je demandais à mon mari de porter une robe, il ferait comme Jean-Pierre. Il me dirait non. Dans ce roman vaudeville au dialogue percutant, ce roman vaudeville, ça veut dire quoi? C'est écrit comme un adjectif. Genre, pas de majuscule, rien. Ce roman vaudeville. Dans ce roman vaudeville au dialogue. Ok, Google. Ça veut dire quoi? Vaudeville. Volubile. Non. Ok, Google. Volubile. Ok, Google. Ça veut dire quoi?
vaudeville. J'ai du mal à suivre. Bah oui, c'est sûr. Pourriez-vous préciser? Ça veut dire quoi? Vaudeville. Bottes, chaussures qui enferment le pied et la jambe. Botte. Il pète, Google, il pète, il pète, il pète. Dernière tentative. Ok Google, c'est quoi un roman vaudeville? Selon Wikipédia, un vaudeville est une comédie sans intention psychologique ni morale, fondée sur un comique de situation. On me demande aussi, quelles sont les caractéristiques du vaudeville? Voulez-vous écouter la réponse? Oui. Le site internet larousse.fr contient l'information suivante. Le genre dont la caractéristique principale est la présence, dans une proportion variable, des couplets chantés entrecoupant des scènes parlées, s'imposa après la Révolution. Et Ok fut Google. diffusé tout au long. Merci. Avec plaisir. J'ai rien compris à ce qu'il a dit à la deuxième partie. J'ai l'impression qu'il me parlait d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'on s'instruit sur cette chaîne? Un roman vaudeville, donc, c'est un roman qui n'a pas vocation à donner des leçons et tout ça, et qui est un peu neutre en termes de morale et tout. C'est ça? C'est ça que j'ai retenu? Je vais réécouter la définition. Revenez en arrière si vous voulez réécouter la définition, parce que je ne lui redirai pas de répéter ce truc, parce que je vais demander 8 ans jusqu'à ce qu'il comprenne ce que je veux. Donc, je disais, dans ce roman vaudeville au dialogue percutant et à l'humour caustique, Jérôme de Verdière interroge les bouleversements de notre société et les relations de couple, se moquant aussi bien des progressistes béats que des réactionnaires renfrognés. Ce monde devient fou. Animateur de la revue de presse sur Paris Première, donc là je lis à propos de l'auteur parce que j'adore, Jérôme de Verdière est aussi auteur pour Laurent Gérard sur RTL et a signé l'écriture et la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre. Ça ressemble bien à un topo, un pitch de pièce de théâtre, ça, dont Un banc pour deux et Les égoïstes anonymes. Voilà, ça m'a l'air vaudeville, cette histoire. La fille. Comment je me la pète? Je me la péter. Comment se la péter en société? Était-ce un roman vaudeville? Vous pouvez répéter la question? Alors ça, c'est pareil, je l'ai vu passer sur la chaîne de Petite Lectrice. Soit Estelle lit tout ce qui sort, soit, je sais pas, il y a un truc qui se passe pas possible. Alors, Le bon père de Santiago Diaz, je me rappelle même qu'elle avait dit qu'elle n'arrivait pas à retenir les noms des personnages parce que c'était des noms en espagnol. Pas des noms en espagnol. Brutal, addictif, vertigineux, le nouveau maître du polar espagnol. Oui. Alors, jusqu'où un père peut-il aller pour sauver son fils injustement accusé d'assassinat? Vous voulez le savoir? Madrid, à la suite d'un appel téléphonique, la police découvre un homme couvert de sang, prostré non loin du corps de sa femme dans leur maison d'un quartier résidentiel. Tous les indices l'incriminent. Jugé coupable, Gonzalo Fonseca écope d'une lourde peine de prison. Un an plus tard, Ramon Fonseca, le père de Gonzalo, se rend à 2 policiers. Il affirme être le ravisseur de 3 personnes portées disparues. Leur point commun, elles ont tout un lien avec la condamnation de son fils. L'une est l'avocat qui a défendu Gonzalo, le deuxième est la juge qui l'a envoyé en prison. Quant à la 3e personne, elle a témoigné contre lui lors de son procès. Convaincu que tous les 3 ont été soudoyés, le vieil homme donc donne 3 semaines à la police pour retrouver le véritable assassin de sa belle-fille et libérer Gonzalo. Sans cela, il les tuera tous l'un après l'autre. Mais pourquoi je comprends rien? Mais des fois, j'ai l'impression que ça rentre pas. Hein. Le capitaine Indira Ramos, alétique aussi tenace que sa phobie des microbes, n'aura que quelques semaines pour résoudre l'affaire avant que le bon père, entre guillemets, ne mette son plan macabre à exécution. C'est le 2e roman de l'auteur. Acclamé par les lecteurs et la critique, il fait maintenant partie des grands noms du polar espagnol. Non, mais j'ai pas compris. Ok, passez de 2 minutes en avant, là, si vous en avez marre de moi qui ne comprends pas. Enfin, avancez de 2 minutes. Mais je dois comprendre, parce que je peux pas vous dire ça a l'air super, alors que j'ai rien compris. Bon, j'ai compris le début. C'est un père, nana, donc, attends. Donc, la police reçoit un appel téléphonique, et suite à ça, elle découvre un homme qui est couvert de sang, qui est non loin du corps de sa femme dans leur maison. Ok. Tous les indices viennent à penser que c'est lui le coupable. Il est d'ailleurs jugé coupable, et il est coupable d'une lourde peine de prison.
Ok. Un an plus tard, le père de Gonzalo, mais c'est qui Gonzalo? Oh putain, c'est le... Pardon, mais c'est lui, là, c'est le mec dont on parle qui a été en prison. Ok. Un an plus tard, le père de Gonzalo, le père du mec qui est donc en prison, se rend à la police. Il affirme être le ravisseur de 3 personnes portées disparues. Ok. Leur point commun, elles ont tout un lien... Ah, d'accord. Elles ont tout un lien avec la condamnation de son fils, qui est en prison. Elles ont toutes œuvré pour que son fils atterrisse en prison. Donc, les 3 personnes, c'est l'avocat qui a défendu Gonzalo et qui donc n'a pas réussi à bien le défendre, visiblement. Le deuxième, c'est la juge qui l'a envoyé en prison. Et la troisième, c'est une personne qui a témoigné contre Gonzalo au procès. Ok. Et donc, le père de Gonzalo, qui est en prison, pas le père, mais Gonzalo, il est persuadé que ces 3 personnes ont été soudoyées pour envoyer son fils en prison, sous-entendu, je suppose, pour couvrir quelqu'un d'autre qui était le vrai coupable. Et donc, le papa, il donne 3 semaines à la police pour retrouver le véritable assassin de sa belle-fille, donc de la femme de Gonzalo, ok, de la femme de son fils. Et il dit que, en gros, s'il ne retrouve pas le vrai coupable parce qu'il est persuadé que ce n'est pas son fils, il tuera ces 3 personnes-là, l'une après l'autre. J'ai compris. Quand je comprends, ça a l'air tout de suite plus palpitant quand même, hein? Bon. Et donc, le capitaine de la police, qui a une éthique très tenace, aussi tenace que sa phobie des microbes, ok, c'est Monk, quoi. Il aura que quelques semaines, donc 3 en l'occurrence, pour résoudre l'affaire avant que le bon père, celui qui protège son fils qui est en prison, a priori à tort d'après lui, ne mette son plan macabre à exécution et donc ne zigouille l'assemblée. Voilà, mais j'ai compris. Putain, c'était clair pourtant. Et ouais, bon, ça vous a plu? Moi, ça me paraît bien. Hein, en plus, je crois qu'Estelle, elle l'a aimé. Hein, je me rappelle plus. Je me rappelle qu'elle en parlait. Je crois qu'elle a bien aimé ce livre. Hein. Vous irez voir sur sa chaîne. Petite lectrice. Je parle d'elle dans tous mes vlogs, c'est quand même... Hein. On va croire qu'elle me paye à la fin. Alors, oh, c'est beau. Alors ça, ce genre de couverture, je kiffe. Minuit au bord du monde, de Alice Ego. C'est trop beau. C'est simple, efficace. C'est beau, c'est beau. Minuit au bord du monde, niché entre les chaînes de montagnes enneigées, la Zaramestrie est un pays abîmé par la guerre. La Zaramestrie, je connais pas. Après, j'ai l'impression de toujours dire que je connais rien dans mes vlogs, c'est un truc de ouf. Après des années de... Enfin, dans mes unboxings. Après des années de combat, alors que la paix a été déclarée et les armes déposées, les adversaires tentent de cohabiter à nouveau. 2 étrangers sont attirés en plein hiver dans cette région, tandis que Leila Alaman, violoniste française, découvre le pays avec un regard neuf et fait la connaissance de jeunes musiciens. Le photographe de guerre Tim Volker retourne sur les traces du conflit qu'il a couvert 15 ans plus tôt. Le directeur charismatique et utopiste d'une école de rock, une peintre révoltée et d'autres survivants vont croiser leur route. Mais que peut vraiment l'art contre les fantômes du passé et comment reconstruire sur des braises attisées par les crises politiques? Une histoire de résilience et d'émancipation où l'humain et la poésie trouvent un chemin sous les décombres. Entre le conte initiatique et la fresque sociopolitique, Alice Ego nous offre un premier roman porté par une écriture libre et cadencée, résolument poétique. Eh bien, ça m'a l'air charmant. Et donc, à propos de l'auteur, vous savez que c'est mon nouveau kiff, ça, de savoir qu'est-ce que font les auteurs en dehors d'avoir écrit le truc que j'ai dans les mains. Elle a grandi sur la mer, à bord d'un voilier, avant de parcourir l'ex-Yougoslavie, la Géorgie, l'Irlande du Nord et le Rwanda pour documenter le travail des porteurs de paix. Elle est la créatrice de l'exposition Tales of the Afterwar, donc les contes d'après-guerre, qui a été récompensée par le label Paris Europe. Minuit au bord du monde est son premier roman. Voilà. Mais ça m'a l'air d'une sélection tout à fait croustillante. Alors, je vous rappelle donc que vous allez pouvoir gagner tout ça, plus un t-shirt, et que je ne sais plus lequel c'est. Mais on s'en fiche, vous le verrez quand le concours sortira. Et peut-être un tote bag, ou peut-être pas, parce que dans certains concours, il y en a, et d'autres non. Bref, c'est pour vous. Regarde, attendez, des fois, je me rends compte qu'il faut que je prenne des pauses pour faire mes vidéos, mes miniatures, vous savez. Et comme je n'ai pas envie de me prendre en photo en plus, 1, 2, 3, je fais la pause. Voilà, je pourrais faire une capture, un arrêt sur image, capture d'écran, j'aurai ma petite miniature,
Vignature, vignette, miniature. Choisissez le mot que vous voulez. Et voilà. Alors, ce qui ne nous arrange pas, c'est que nous sommes déjà à 1 heure de vidéo. Je ne sais pas comment on fait pour faire des vidéos courtes. Je ne sais pas. Il nous reste ça. Et les 2 colis viennent de... Moi, que je suis contente. PKJ. Sachant qu'il y a un colis qui est pour... En fait, c'est 2 colis de 2 concours. Un qui va se passer que sur notre compte parce qu'ils n'avaient pas de place en été et que moi, maintenant, je dois caler entre... Je pense que je vais le caler là tout de suite, tant pis. Parce qu'il n'y a qu'en juillet que j'ai des concours où des fois, il n'y a pas un jour entre les 2, mais 2. Donc, je me dis, je vais peut-être le caler au milieu pour qu'il y ait 1 jour et demi en... Comme le concours PKJ, et puis 1 jour et demi après un autre concours, et 1 jour et demi avant un autre concours. Vous voyez le truc? Parce que comme ils ne vont pas, eux, le publier sur leur compte, on s'en fout un peu des dates, ça ne va pas les impacter. Et moi, comme je leur avais dit, ah, on fait un concours l'été, parce qu'ils m'avaient dit, oui, on veut bien faire un concours avec vous et tout, mais on n'a plus de place cet été, est-ce qu'on peut le faire à la rentrée? Et ça, c'était en juin. Et donc, comme ça me paraissait long, j'avais dit oui, bien sûr, mais est-ce que je peux en faire au moins un que nous sur notre compte en attendant? Parce que vous avez tellement des belles parutions que bon. Ils m'ont dit oui. Sauf qu'entre temps que je reçoive ça, parce que ça a mis un peu de temps à arriver, le planning s'est rempli. Et donc, je vais tout ouvrir. Parce que, comme ça, parce qu'il y a 3 livres et 3 livres, je crois. Et je vais vous montrer d'abord les 2 livres qu'on va faire gagner sur juste notre compte à nous. Puis après, les 4 livres, je crois, qu'on va faire gagner en commun. Ok? Je pensais qu'il y aurait 2 livres et 4 livres. Mais non, les colis sont identiques. Donc, je pense qu'il y en a 3 et 3. Je vous préviens, c'est des romans que vous connaissez, que vous avez vu passer et que vous avez envie d'avoir. Oui, oui, oui. Et moi aussi. Alors, voilà. Ça, c'est le livre du premier concours que je vais vous montrer, qui est le concours qui va être uniquement sur notre compte. Il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Dose de kiff maximale. Alors, en espérant que ces livres ont fait bon voyage. Je confirme, ils ont fait très bon voyage. Merci l'équipe PKJ, vous êtes les boss. Alors, je vous montre en premier les 2 livres que vous allez pouvoir gagner sur le concours qui va se dérouler là très bientôt du coup, sur uniquement notre compte, qui est le concours que j'ai gratté en mode... On ne veut pas attendre la rentrée, on peut faire gagner du PKJ avant? Bon. Est-ce que vous êtes prêtes? Indice, les couvertures sont noires. Indice, il y a 2 livres, un tome 1 et un tome 2, de la même série. Indice, vous auriez pu les confondre avec les couvertures de Twilight si vous les aviez regardées en une fraction de seconde. Révélation. La dose de kiff est en train de passer. Excusez-moi, ça prend quelques secondes. J'en fais trembler la caméra. C'est trop bien. Donc, c'est le tome 1, Assoiffé. Et le tome 2, Foudroyé. Et ça parle de vampires. Vampires, quoi. C'est Tracy Wolf qui a fait cette saga. Wolf, si on enlève F, étant les ennemis des vampires, ce qui est quand même cocasse. Assoiffé, foudroyé, oh là 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 là. Alors, je ne vais pas dire le résumé du tome 2, parce qu'on n'est pas fou à ce point quand même. Mais le tome 1 nous dit, c'est le tome 1. Oh, j'ai fait lire le tome 2. Ouh, la guigne que je suis. Tome 1, donc. Je me disais... Mais c'est le tome 1 que je lis, mais pourquoi je vois le tome 1 en bas? Ben non, ça veut dire que c'est le tome 2 et que tu vois le tome 1 dessus. Ma fille réfléchit. Alors, mon monde a basculé... C'est bien ça, oui. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortel, au milieu de vampires, de loups-garous et autres surnaturels. Oh là là, la nostalgique de Twilight qui en moi a envie de hurler. Vous savez que c'est grâce à Twilight que j'ai commencé à écrire des romans. Donc, je suis trop contente. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent.
au point d'espérer ma mort? Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât? Alors, dans le pitch, ça fait vraiment Twilight. Dans les couvertures, ça fait vraiment Twilight. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je kiffe. Ce n'est absolument pas un reproche, c'est un remerciement. Mais j'ai lu ci et là que, après dans l'histoire, ça s'éloignait quand même bien de Twilight et que ça n'avait, pour certains, rien à voir. Donc on verra. Si ça ressemble à Twilight, je kiffe. Si ça s'éloigne de Twilight, je kiffe. Dans tous les cas, je kiffe. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors là, je suis comme une folle. Bon, alors ça sera le premier concours PKG à gagner. Le premier qui arrivera, très rapidement. Je vais essayer de trouver une petite date. Et ensuite, pour l'autre concours, je vous ai dit une connerie. Il n'y a pas 4 livres, il y en a 5. Il y a d'abord... Alors, ce que je kiffe, c'est que vous avez des tomes 1 et des tomes 2. Vous avez les suites, pas que les tomes 1. Je kiffe. Vous allez avoir en premier... Alors, c'est lequel le 1 et c'est lequel le 2? Ça, c'est le 1. Tome 1, tome 2. Pour qui? Pour vous. Mais oui. Donc, c'est Somebody Like You et Somebody For You qui est le tome 2 de ce truc. La suite, vous avez compris. C'est tout ce que c'est un tome 2, Angéline. Merci, c'est sympa. Alors, c'est de Estelle Mascamé, je ne sais pas comment on dit. Et c'est l'autrice de Dimili. Did I mention I love you? Yes, you do. Donc, voilà. On est dans la veine, je pense, romance adolescente. Alors, que je vous lise le bon résumé, pas le... Elle a écrit tout ça, hein, quand même, depuis. Ah ben c'est ça, Dimili. Did I mention blablabla, I love you. Fais-moi une mise au point, mais arrête un peu quand même. Je vais me fâcher contre toi. Allez. Il veut pas, hein, le bougre. Bon, on a compris. Et après, elle a aussi publié Just Don't Mention It. Et après... Ah, et après 10 milli, mais en intégrale, donc c'est la même chose. Et puis sur le fil, j'avais vu passer cette couverture. Et puis Sweet Revenge. Ça, je ne le connaissais pas. Et donc ça, ce sont ces deux derniers romans, dont je vais vous lire le résumé, que du tome 1. Donc Somebody Like You. Avec un père acteur hollywoodien, Mila, 16 ans, a l'habitude des flashs des paparazzi. Pourtant, lorsque son énième gaffe se retrouve immortalisée en première page des journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée tout l'été à plus de 3000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans un ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Blake, le fils de la mère, qui l'agace prodigieusement. Ouh, ok, vous me voyez venir. Enfin, je dis ça. Donc il l'agace prodigieusement, mais oui, bien sûr. Mais forcé de se côtoyer, oh, pauvre chou. Mila et Blake vont se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre. Eh oui, eh oui. Et là, on verra la suite. La suite de la nouvelle série événement Somebody Like You, dont je ne lis pas le résumé, sinon je vais nous spoiler. Et ce serait fort dommage. Donc, les deux premiers romans du second concours, suivis de... je pense que c'est un tome... Pas un tome 1, je pense que c'est un... Comment on dit? Un one-shot. Oui, j'ai fait une pause pour garder la miniature. Voilà, j'ai ma miniature. Alors, Inhérence. C'est Inhérence. Oh non, ça y est, j'ai refait le truc de vieux en mode... Vous savez là? C'est écrit trop gros, il faut que je me recule. Inhérence Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Alors ça me fait penser à Hunger Games. Dont je n'ai vu que les films, je n'ai pas lu les livres. Mais vous savez, mon amour pour la dystopie. Eh oui, et ça, c'est forcément une dystopie, n'est-ce pas? Je mets la main à couper. Si c'est pas ça, je vais couper le passage de cette vidéo. Alors, Jennifer Lynn Barnes, Inhérence Game, je l'ai vu passer partout.
partout. Sur les réseaux sociaux, pourtant, je ne regarde pas beaucoup ce qui se passe, pour être honnête. J'ai pas beaucoup le temps. Mais j'ai quand même vu passer cette couverture, genre, une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez comme vous la voyez passer là? Ben, c'est ce que j'ai vu. Bon. Alors, Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, genre comme épine quoi, un célèbre milliardaire lui lègue sa fortune. Ben voyons. Attends, cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery, n'a jamais entendu parler de cet homme. Oui, c'est suspect, hein, n'est-ce pas? Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins aménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants. 4, les filles. 4, ça commence à faire beaucoup. Et surtout bien décidée à l'empêcher de subtiliser l'heure du « tu m'étonnes ». Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Et oui, elle ne possède rien, ils ont tout que les jeux commencent. Et on voit une clé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben c'est la clé. C'est le haut de la clé. Clé et clé, elle traverse là. Une clé très bien ouvragée. On voit un pion d'échecs, des roses, une ballerine, un pendentif, un diadème, une couronne, une dague. Mais tous les détails qu'il y a sur cette couverture, s'il vous plaît. Évidemment, une partie qui brille, une partie qui brille pas, je kiffe. Je veux dire, à chaque fois, j'aime trop. Ça non se sème pas. Et oui. Et donc, c'était le 3e pour le concours, le 2e concours. Celui qui arrivera sûrement plutôt à la rentrée, plutôt peut-être même en octobre. Et ensuite, vous allez gagner à nouveau un tome 1 et un tome 2. Et celui-là, si vous ne l'avez vu, pas passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, et après, c'est les 2 derniers livres que j'ai à vous montrer. Hein, c'est fini, je vous libère après ça. Même, je suis sûre, si je vous montre le haut des livres, vous allez trouver. Ah, on voit le nom. Ah oui, c'est sûr que vous allez trouver. Trouvez là. Ce sont les livres de Marie du conte Muffins and Books. Marie Repelin, je pense. La carte des confins, tome 1 et tome 2. Et j'aime bien parce qu'on voit que c'est le tome 2, ils ont mis 2 encres. Au lieu de marquer 2. Vous voyez, 2 encres, tome numéro 2. Donc on ne va pas lire le résumé du 2. Parce que on n'est pas fou, hein, encore une fois. Et alors, je vous ai dit en plus dans mon précédent vlog que j'étais très en mode bateau et tout, pirate, enfin, c'était pas pirate, mais vieilles embarcations et tout ça. Qui m'écrit? Ah, c'est un mail. Peu importe. Et si le plus terrible des pirates était une femme? Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Ouh, ça sent la magie, je kiffe. Je ne savais pas que ça sentait la magie là-dedans. Je ne l'avais pas senti. J'ai pas le flair d'un chien de chasse. Hein. Bon. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins. D'où le titre. Un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Je ne savais pas que ça parlait de ça. J'ai trop envie de le lire. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner le seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Parce que sinon, c'est pas drôle. Action, humour et sacrifice sont au programme dans ce page-turner irrésistible aux plus de 130 000 lecteurs sur Wattpad. Oui, oui, oui. Eh bien, ça ne se sème pas. Attendez, on peut faire là la miniature aussi? Attendez. Laissez-moi faire la miniature. Et restez, vous allez vous foutre de ma...
tronche. Attendez. Oh putain. Punaise, pardon. Parce que c'est mieux quand même. 1h19 la vidéo. Bah oui, bien sûr. Toujours plus, toujours moins. Toujours plus, jamais moins. Je fais une pile à lire. Bon, on y est. Allez. Oh purée. Oh purée. Bon. Est-ce que je dois faire une tête là comme font les youtubeuses? Oh, oh, ouh. Ah, ah oui, c'était bien ça. Ah, non, c'était pas bien du tout. Oh, oh. Voilà. C'est lourd à un bras. On en refait une dernière pour la route. Je tombe. Bref, je pense qu'on a à peu près nos miniatures. Et puis sinon, voilà. C'est pas grave. Ah non, on peut faire autre chose. Bon, quitter cette vidéo, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, on peut faire... Non, mais là, ça va se péter la binette, ça va pas être drôle. Attendez. Je suis pas sûre de mon histoire. Je vais me mettre debout. Bien que debout, je ne sois pas beaucoup plus grande que quand je suis assise. Je suis même plus petite, non? 1m59. Ah non, pousse-toi la chaise. Oh, putain de chaise. Allez, va-t'en, on la voit? On la voit. Bon, c'est pas grave. Ah non, comme ça. Réfléchis, Angeline, bretelle. Alors. Non, mais je peux pas tout porter en même temps. Il y a trop de piles. C'est trop gros. Ça craint. Oh, j'ai chaud, en plus j'ai fermé les fenêtres. Attendez. En plus c'est tout à l'envers. Oh là là. C'est une très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ah, 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 ah. Oh. Ok. Ça fait une miniature ça? Hein? C'est une miniature, non? Quelle tête de... Voilà, je peux pas plus. Allez, hop, hop. La miniature, ça va, mais on va pas se sacrifier les bras non plus. Hein. Oh. En plus, j'ai chaud. Attendez, j'ouvre. Voilà, parce que maintenant, si vous entendez les travaux, on s'en fout, c'est la fin de la vidéo. Bon, ben voilà. 1h22. Bah, c'est bien. Mais on a beaucoup de livres en même temps à montrer. Méga unboxing, quel va être le titre de cette vidéo? En tout cas, je vais l'uploader tout de suite, ce qui va faire que vous venez d'avoir une vidéo d'1h45, uploadée pendant qu'on parlait, qui était en train de finir sur YouTube. Et j'en rajoute 2 heures après, 1h20. Je sais pas qui dans une vie a le temps de regarder mes vidéos. Mais en même temps, si je vous filme pas ça, je rate tout. Non? Bon, ne m'en voulez pas, regardez ce que vous voulez. Il est temps donc pour moi de vous faire un beso. Non, pas un bisou. En temps de Covid, on ne fait pas de bisous. En plus, en Amérique, on n'en fait pas. Donc, de vous dire la fameuse phrase. Oui, ma fille, toi aussi, t'en as marre. Qui consiste à dire Bye, mes girls.